En janvier 2018, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a souhaité installer ce Conseil des sages à ses côtés, composé d'une quinzaine d'experts d'horizons différents et chargé de préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité et de faits religieux. Depuis lors, ce comité ne se contente pas de réfléchir et aux rapports parfois difficiles qu'entretiennent le religieux et la politique et le politique au sein de la communauté éducative. Il veille aussi à éclairer de manière pragmatique les acteurs de l'éducation nationale en matière de laïcité. Vous avez ainsi créé, en collaboration avec les services de l'éducation nationale, un vadémécum destiné à apporter des réponses concrètes au personnel éducatif directement confronté aux faits religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Vous vous rendez aussi sur le terrain pour former, études de cas à l'appui, les personnels de l'éducation nationale aux questions de la laïcité. Au regard de la diversité de ces actions et de vos connaissances, de votre connaissance de ce qui se passe sur le terrain, nous serions donc reconnaissants, Madame la Présidente, de bien vouloir nous dresser un rapide bilan de l'activité de ce Conseil au cours des 3 années écoulées. Nous souhaiterions également que vous nous précisiez le regard que vous portez sur l'évolution du nombre et la nature des atteintes au principe de laïcité constaté dans les établissements scolaires au cours de la même période. Et puis bien sûr, à l'issue de votre propos préliminaire, je suis certain que nos rapporteurs, Stéphane Piednoir, Jacqueline Eustache-Prignot et Dominique Vérien, et l'ensemble des sénateurs ici présents auront des questions à vous poser pour entrer peut-être plus dans le détail de certains aspects. Nous cédons donc la parole, Madame, pour un propos liminaire. 10 minutes, 10 minutes, on va dire 15 minutes. Voilà, 10 minutes, un quart d'heure. Transmis à... Merci, messieurs les présidents. On m'a transmis un certain nombre de questions auxquelles on souhaitait que je puisse apporter quelques réponses. Présidente du Conseil des sages de la laïcité, c'est au ministère de l'Éducation nationale, n'est-ce pas, que ce soit bien précis. Alors, ces 5 questions, il y a une question générale et 4 questions particulières sur le Conseil des sages. Sont assez rapides et sont très factuels. Je voudrais vous parler de la première question, qui était une question générale sur le projet de loi, qui était: le projet de loi, vous paraît-il, marquer une évolution dans la conception française de la laïcité? Pensez-vous qu'il risque de porter atteinte à la liberté du culte? Alors là, je vous parlerai peut-être plutôt en tant que sociologue qui, depuis des décennies, est travailler sur ces problèmes plutôt qu'en tant que présidente du Conseil des sages, mais bien entendu, je répondrai à toutes vos questions. Alors, sur ces 2 questions, ma réponse est clairement non, dans les 2 cas. Je ne pense pas que c'est une évolution dans la conception française de la laïcité et je ne pense pas qu'il risque de porter atteinte à la liberté du culte. Et je voudrais vous donner quelques éléments qui m'amènent à cette affirmation. La loi de 1905, comme vous savez, a été conçue en fonction de l'Église catholique en tant que puissance politique. Et c'était dans une période où toute la France était catholique, c'est-à-dire, on ne sait pas ce que sont les croyances par définition, mais dont la vie collective était organisée par une Église unique qui, les historiens nous ont bien montré à quel point la France était, je n'ai pas contrôlé, mais enfin était vraiment organisée par l'Église catholique, et c'est ce pouvoir qui était en question. Et comme c'était contre ce pouvoir politique, non pas contre l'Église, bien que certains aient été contre l'Église, mais enfin, la loi elle-même a été portée par la volonté de remettre en question le pouvoir politique de l'Église catholique et non religieuse. Elle a eu évidemment le grand appui des religions minoritaires de l'époque, qui à elles deux, c'est-à-dire les protestants et les juifs, devaient faire
4% de la population. Le grand rabbin que vous avez déjà entendu vous a expliqué toute l'adhésion passionnée des Juifs aux règles de la laïcité, donc je n'y reviens pas. Ils l'ont maintenu, contrairement aux protestants qui ont été très, très passionnément laïques au moment de la loi de 1905 et qui maintenant sont critiques sans que je ne comprenne absolument quel est le fondement de leur critique, mais peu importe. Donc la situation actuelle est différente dans la mesure que la société est fondamentalement différente. Elle est beaucoup plus diverse. Elle est diverse par le degré de pratique de la plupart des grandes religions traditionnelles, par un éclatement des croyances et des organisations religieuses dans tous les domaines. Je vous renvoie à des travaux des sociologues de la religion. Elle est moins religieuse dans l'ensemble, pour la population majoritaire. En même temps, elle comprend des mouvements de retour éventuellement extrémistes, c'est-à-dire qu'on est religieux de manière tout à fait différente. Dans la mesure où on est religieux aujourd'hui, on l'est de manière différente de celle que connaissait la société dans laquelle a été élaborée celle de 1905. Et il y a l'existence d'une forte proportion de la population qui est difficile à évaluer, mais enfin qui est de l'ordre de 10% de population musulmane. Et donc les conditions sociales et politiques sont très différentes. Alors je voudrais qu'il soit très très clair que le problème est l'islam politique. Ce n'est pas l'islam en tant que tel, encore que certains islamologues sont plus nuancés dans le rapport entre islam et islamisme, mais je pense avec beaucoup de conviction qu'un islam religieux, de type religieux, impose à la loi de 1905 des adaptations, s'agissant des lieux de culte, bien sûr, puisque la France était couverte d'églises en 1905 malgré les destructions de la Révolution et qu'il y avait la grande mosquée essentiellement en 1920. Donc il y a un problème d'adaptation de la loi à des conditions différentes pour les lieux de culte, pour les fêtes, éventuellement, pour le régime alimentaire. Et je suis convaincue que ces problèmes peuvent être réglés par une adaptation de la loi de 1905. On invoque toujours l'exemple des usines Renault qui avaient fait venir, prenons un terme mou, des populations musulmanes, des pays musulmans, et qui avaient adapté, qui avaient ouvert des salles de prière, qui avaient pris des dispositions au moment du Ramadan, bref, qui s'étaient adaptés à des demandes qui, à ce moment-là, étaient des demandes purement religieuses. Et je crois que l'exemple de Renault est très frappant. Quand les demandes étaient d'ordre purement religieux, elles pouvaient trouver une réponse de style libéral et d'adaptation aux conditions des gens. Ce que, par parenthèse, la République a toujours fait. Pour reprendre l'exemple des Juifs que je connais mieux, dans les années 30, dans la rue des Rosiers, l'inspecteur d'académie avait tout à fait accepté que le jour de repos ne soit pas le jeudi comme c'était dans toute la France, mais le samedi parce qu'il y avait le Shabbat. Donc ce type d'adaptation à des religions particulières, la revendication proprement religieuse de l'islam ne la remet pas en question. Elle demande effectivement de s'adapter comme on s'est adapté à la Moselle et à l'Alsace en fonction de son histoire, comme la loi de 1905 et le principe de laïcité s'adaptent dans les régions ultramarines qui sont dans des conditions différentes. Le problème, c'est que maintenant, il ne s'agit pas de revendications religieuses, mais qu'au nom d'une religion, il y a derrière un véritable projet politique contestataire des valeurs démocratiques. Alors il y a eu un grand moment dans cette évolution qui est autour de l'an 2000, mais je vous rappelle, parce que sans doute vous le savez,
qu'en 2002, il y a eu déjà le livre sur les territoires perdus de la République, qu'en 2004, Jean-Pierre Aubin, qui maintenant est connu, mais à l'époque, je me souviens encore d'avoir parlé avec lui, Jean-Pierre Aubin était un cas intéressant parce que c'était un homme de gauche classique, je dirais, la République et la laïcité comme allant de soi, comme ne faisant pas problème, et qu'il a découvert avec ahurissement qu'il y avait des collèges où un responsable, un directeur d'établissement lui disait « le dernier enfant juif est parti parce que je ne peux plus assurer sa sécurité ». Alors ce rapport a été très soigneusement mis de côté. Nous avons été quelques-uns, il y a une publication de l'année suivante, nous avons été 20 intellectuels qui commentaient le rapport Aubin et qui disaient qu'il fallait en tenir compte, qui n'a eu, vous l'avez remarqué, aucun écho. Personne n'a jamais parlé de ce texte, mais je le cite non pas pour dire que nous avions vu voir les choses, mais simplement pour montrer qu'il y avait déjà à ce moment-là les éléments qui permettaient de comprendre qu'il y avait un changement dans ce qui apparaissait, de ce qui se présentait comme des revendications d'ordre religieux, qu'elles étaient déjà des revendications politiques avec de l'antisémitisme, etc. Et maintenant, nous connaissons tous les travaux qui montrent le mouvement de l'islamisme, depuis Gilles Kepel, son ancien élève Micheron, les travaux de Rougier. Enfin, maintenant, nous disposons de ces problèmes. Et donc, le problème est devenu tout à fait politique. Et les différentes dispositions qui sont prises dans cette loi, dans leur inspiration, me paraissent répondre à un problème qui, encore une fois, est un problème politique. Et je me suis réjouie que le président de la République n'ait pas remis en question la loi de 1905, parce qu'effectivement, ça n'était pas un problème religieux, mais c'était un problème. Alors, je vais vous faire quelques réflexions sur le projet de loi avant de passer au rôle du Conseil des sages de la laïcité. J'ai apprécié le changement de nom de la loi parce qu'il me semble qu'il faut rappeler que la laïcité est un régime de liberté et qu'en donnant un sens positif, un titre positif, on a eu raison. Deuxième point, il me semble, et je crois que le grand rabbin vous l'a dit aussi, que le passage de la loi, de faire passer certaines associations cultuelles de la loi de 1901 plus libérale, enfin pas libérale, mais enfin qui ne demande pas les mêmes contraintes, à la loi de 1905 est naturel s'agissant d'un projet religieux. Je trouve normal, non seulement qu'on subordonne des subventions publiques à des associations à la signature d'une charte de la laïcité, mais je dirais même que même s'il n'y a pas de subvention publique, il me paraît normal de demander à des associations de respecter les lois communes qui font partie de notre vie à tous. Et il me semble que l'idée de se scandaliser de la signature de cette charte est quand même surprenante. J'ajoute que vous avez remarqué que les 3 associations musulmanes qui ont refusé de le signer sont toutes turques et que c'est donc la politique du président Erdogan qui s'est exprimé, ce qui va dans le sens où je vous dis que c'est un problème politique et pas un problème religieux. Et donc rendre des comptes et préciser d'où vient l'argent des pays extérieurs ne me paraît pas en tant que tel scandaleux. Alors, un des problèmes qui a été beaucoup débattu, c'est le problème de l'enseignement familial. On peut regretter qu'on passe d'une situation sans autorisation préalable, de contrôle a posteriori. On peut le regretter et personnellement, je le regrette. Mais c'est une adaptation, malheureusement, à une situation objective qui le justifie. Il me paraît, j'ai apprécié que les raisons médicales, les raisons d'éloignement, les pratiques artistiques et les convictions philosophiques. Je connais des théosophiens qui veulent que leurs enfants aillent à Montessori. Enfin, il y a comme ça marginalement
des personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans l'enseignement public, et je trouve que ça fait partie de leur liberté d'avoir d'autres formules. Et donc, l'autorisation préalable est pour moi un regret, mais je crois que malheureusement, elle est nécessaire, étant donné des remontées du terrain que nous avons. Les dernières remontées du terrain, pour vous donner un exemple, c'est maintenant des pères qui, amenant leur petite fille à l'école maternelle, 3 ans donc, donnent comme condition qu'elle ne soit pas assise à côté d'un petit garçon et qu'elle ne joue pas dans la cour de récréation avec un petit garçon. Et nous avons le cas d'un père qui reste derrière la grille pour vérifier que pendant la récréation, sa fille ne joue pas avec des petits garçons. Donc nous avons vraiment des problèmes qui sont des problèmes qui remettent en question nos valeurs collectives et les valeurs de la démocratie. Autrement dit, les deux grands problèmes que pose un islamisme extrémiste, qui sont le refus de la séparation du politique et du religieux, c'est-à-dire que la loi religieuse prime la loi républicaine, ce que évidemment nous ne pouvons pas accepter, et l'égalité du statut des hommes et des femmes. Alors, après ces considérations qui s'efforcent de justifier ma réponse à la question 1, je vous donne quelques éléments sur le rôle du Conseil des sages. Donc, c'est les sages de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est une décision du ministre de l'Éducation nationale qui en a choisi les membres. Et la présidente, sans demander son avis à la présidente, donc qui a formé cette commission. Le rôle devient tellement large que nous étions 12 à l'origine, mais d'abord nous avons eu 2 personnes qui avaient des problèmes de santé, et puis, donc nous avons recruté 4 personnes de plus parce que nous avons beaucoup de travail et nous travaillons beaucoup. Alors, pour répondre aux questions précises que vous posiez, nous avons essayé non pas du tout de faire un texte de plus sur la laïcité. Vous savez que la laïcité à la française, vous pouvez aller dans une bibliothèque, ça occupe des rayons sans fin. Et ce groupe n'avait pas de raison particulière d'ajouter quoi que ce soit à la réflexion philosophique, historique, sociologique, etc., sur la laïcité en France. Ce qu'il a voulu, c'est être aussi utile que possible. En plus, ça résolvait les problèmes des différences de sensibilité qu'il y a à l'intérieur du groupe et qui permettait que nous nous retrouvions tous autour d'un certain nombre de solutions à apporter et d'aides à apporter au fonctionnement du ministère s'agissant de la laïcité. Et donc, nous sommes très soucieux d'être en liaison, pour répondre à votre question, avec les services du ministère, parce que sinon, nous sommes hors sol, et avec les référents laïcité. Le ministre a nommé dans chaque académie un référent laïcité avec lesquels, qui se réunissent aussi nationalement assez régulièrement et avec lesquels nous sommes en relation permanente et en aide permanente. Et c'est nécessaire pour être... alors, on ne l'est jamais suffisamment. Dans le cas de Samuel Paty, nous avons appris la nouvelle par la presse, donc ça n'était pas remonté jusqu'à nous. Mais beaucoup de choses nous arrivent et très souvent nous sommes saisis par des... Mon mail est inscrit sur la partie consacrée au Conseil sur le site du ministère et nous avons des témoignages d'enseignants. Ce qui est frappant actuellement, c'est que les problèmes se déportent vers l'enseignement primaire. Jusqu'à présent, c'était le collège qui était au cœur de la contestation, ce qui pouvait aussi s'expliquer par l'âge des enfants, c'est le moment où on conteste. Enfin, là, on voit qu'il y a une poussée organisée avec des avocats qui interviennent, qui veulent entrer dans l'établissement et qui commencent très tôt à partir de la maternelle. Je donnais cet exemple parce qu'il était le plus extrême, mais il n'est pas seul. Il n'est pas purement anecdotique, il est illustré. Alors, nous avons activement participé à la rédaction des textes par lesquels nous essayons de diffuser ce qu'est la laïcité d'un point de vue intellectuel et aussi les conséquences pratiques dans la gestion des établissements
de ces principes. Et il y avait au ministère un projet de vade-mecum de la laïcité qui doit et qui a recueilli l'ensemble des textes et d'une série d'études de cas pour montrer comment ces textes s'appliquent dans tel ou tel cas. Alors, nous l'avons, comment le dire gentiment, nous y avons beaucoup travaillé. Nous avions beaucoup travaillé et c'était, je crois, utile. Il est d'ailleurs, il se nourrit du terrain et des critiques régulièrement parce que de nouveaux problèmes apparaissent que nous n'avions pas traités. Par exemple, nous n'avions pas précisé que quand il y avait un problème et qu'on rencontrait les parents d'élèves, il ne fallait pas qu'ils soient accompagnés par un avocat. Ils venaient en tant que parents d'élèves. L'entrée des personnes extérieures qui ne sont pas de la famille mais qui viennent parler. Bon, donc il faut prévoir les conditions dans lesquelles certains parents, s'ils parlent mal français par exemple, peuvent se faire accompagner, mais qu'on ne peut pas accepter. Ça, c'est la suite d'un certain nombre d'épisodes qui ne sont... Et donc, ce vade-mecum de la laïcité est mis à jour en fonction des problèmes qui montent jusqu'à nous. On a rédigé, aidé à la rédaction, d'un vade-mecum de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour essayer de répondre aux problèmes de certaines populations sur lesquelles il ne faut pas parler d'antisémitisme puisqu'après tout, ce n'est qu'un racisme sans tenir compte de la spécificité. Nous en avons fait plusieurs. Je vous signale, on m'a posé la question pour le sport. Le sport fait maintenant partie du périmètre de M. Blanquer. Et donc, nous sommes en train de reprendre et de rédiger tout le vade-mecum pour le monde sportif, qui est un monde extraordinairement compliqué. Je n'avais pas idée de la complication à tout point de vue entre le public, le privé, les associations, les fédérations, les pouvoirs, et qui, pour le dire en termes très modérés, ne sait pas très bien ce que c'est que la laïcité. Et donc, nous travaillons à ce texte. On a travaillé aussi pour le service civique. Je ne sais pas ce que les événements du Covid ont eu comme conséquence sur l'organisation du service civique. Je pense qu'il est un peu retardé, enfin vous le savez mieux que moi. Mais enfin, nous avions été consultés, nous avons été faire quelques conférences de formation. Et puis le ministre nous a demandé un certain nombre de notes, par exemple sur l'enseignement laïque des faits religieux ou sur tel ou tel problème d'actualité. Donc ça, c'est le premier axe de ce que nous essayons de faire. Le deuxième, c'est de participer à la formation des enseignants, à la fois au moment du recrutement et dans la formation continue. J'ai été extrêmement frappée en allant parler à Poitiers, qui est maintenant le centre de formation des enseignants et en particulier des chefs d'établissement et des inspecteurs, à quel point il y avait ce qui, je ne parle même pas de ma génération, attendez mon âge, mais la génération de mes enfants allait de soi dans l'application de la laïcité sans qu'on y pense d'une certaine façon parce que c'était tout à fait intériorisé. Et les conférences que j'ai pu faire, qui me paraissaient, pour tout dire, assez plates, enfin, étaient écoutées avec étonnement et avec d'ailleurs beaucoup d'intérêt. Et donc, il y a eu un problème de transmission par rapport aux jeunes professeurs de 30 à 40 ans qui ne savent plus. Et donc voilà, nous participons le mieux possible. Nous essayons de participer, parce que c'est ce qui passe le mieux, par les études de cas. Et chaque fois, ceux qui sont là, en tout cas, semblent très intéressés et découvrir, d'une certaine façon, les problèmes. Et alors, le troisième axe... c'est évidemment de soutenir dans la mesure où nous le pouvons, puisque nous ne sommes pas un organisme de décision quelconque, mais de soutenir tous ceux qui nous transmettent des témoignages ou qui demandent des conseils. Nous essayons d'aider la hiérarchie à ces différents niveaux, de ceux qui essayent de comprendre et de résister. Et avec le capital de travail que nous avons fait depuis 3 ans,
il y a un membre du Conseil des sages de l'Éducation nationale qui fait partie de la mission pour l'ensemble de la fonction publique qu'a organisée Madame la ministre de la fonction publique et du problème de la laïcité. Donc le lien est institutionnel pour répondre à une des questions que vous avez posées. Parce que il nous a semblé utile à partir de ces 3 ans de travail et donc de ce que nous avions accumulé en expérience, en travail, d'en faire participer l'ensemble de la fonction publique. Nous savons qu'il y a de gros problèmes aussi au ministère de la Santé. Il en a d'autres en ce moment, donc il n'a plus le temps de s'en occuper sans doute en ce moment parce que il est sur la brèche, mais le problème existe toujours et se reportera. Donc l'ensemble de la fonction publique doit servir. Et donc il y a un lien institutionnel pour le faire participer. Voilà, messieurs les présidents, présentation rapide, mais... Merci madame pour cette présentation rapide, mais déjà très complète. Je ne doute pas que nous sommes nombreux à avoir envie de vous poser des questions. On va peut-être commencer, je ne voudrais pas vexer nos rapporteurs, mais par Stéphane Piednoir qui rapportera notamment les questions sur l'enseignement et le sport. Comme vous l'avez abordé, je pense qu'il a des questions précises à vous poser. Merci, messieurs les présidents et mesdames les rapporteurs de me laisser la parole. Merci, madame Schnapper, de vos propos, de votre exposé. On conçoit, vous l'avez dit, que ce texte ne modifie pas la laïcité dans la société française. En revanche, peut-être que la laïcité a évolué toute seule au sein de la société française. Vous l'évoquiez à l'instant avec la différence de profil des enseignants au fil du temps. Laïcité qui paraissait quelque chose d'inné ou en tout cas de bien assimilé et de bien enseigné du coup pour une génération d'enseignants qui l'est beaucoup moins. Vous l'avez dit, l'islam a laissé parfois, évidemment on va éviter de généraliser dans nos propos, mais a laissé place à un islam politique, à un islamisme en réalité qui évidemment est rampant et nous inquiète à plus d'un titre dans le corps professoral. On fait face à des demandes de plus en plus exubérantes, c'est-à-dire au niveau des pratiques, vous l'avez dit, sur l'alimentation, mais on a aussi affaire à des demandes des dispenses de pratiques sportives. On pense tous aux certificats de complaisance pour le PS et plus particulièrement pour la piscine, pour les cours de natation. On contourne avec aujourd'hui une règle des 3 mois de dispense cumulée dont on peut se demander si elle est toujours aussi pertinente. Tout ça pour dire que vous avez donc réalisé ce vade-mecum qui s'est imposé, dont la nécessité s'est imposée au fil du temps. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on doit pour autant faire une loi? Doit-on faire une loi à partir de certains exemples que l'on a constatés? Vous citiez tout à l'heure un parent d'élève qui observait si sa petite fille était bien séparée des garçons dans la cour d'école. Est-ce que c'est cela que l'on doit cibler dans cette loi? Si ces cas-là sont repérés, est-ce qu'on peut les sanctionner? Est-ce qu'on a d'autres moyens qu'un texte sur l'instruction en famille, par exemple, pour y faire face? Et par ailleurs, sur la laïcité, le côté enseignant fait que, vous le savez, un enseignant sur 2 à peu près, selon un sondage, il y a toujours des marges d'erreur, un enseignant sur 2 s'est auto-censuré sur des pratiques pédagogiques. Ça en dit long sur la peur qui a gagné petit à petit le corps professoral. Et certains ont au moins observé une forme de contestation pour des motifs religieux à l'intérieur même de leur salle de cours, donc pour leur liberté pédagogique qui est largement entamée. Donc est-ce que le vade-mecum apporte une partie de la réponse à ces dérives? Est-ce que la loi qui est en préparation va permettre d'enfoncer le clou, si je puis dire, et d'ancrer dans le marbre une répression de ces dérives?
Et si je peux me permettre une petite parenthèse sur le sport, vous avez dit que vous allez vous attaquer à Mme Macom sur le sport. J'ai vraiment envie de vous souhaiter bon courage parce que là aussi, c'est un chantier absolument démentiel quand on sait l'ampleur des infrastructures qui sont utilisées, publiques-privées, qui sont utilisées pour la pratique du sport. Je vous souhaite vraiment du bon courage, mais je serais curieux d'avoir le résultat de vos travaux dans quelques mois. Merci. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que du côté des rapporteurs de la commission des lois, je vous propose qu'on essaye de faire des questions courtes de façon à ce que tout le monde puisse participer et poser ses questions et laisser Mme Schnapper ensuite répondre. Ouais. Ça va être très très court. Je vous en prie. Enfin, pas trop court non plus. Je ne demande pas non plus une censure absolue. Voilà. Merci infiniment, madame, pour vos propos. Et vraiment, c'est important d'entendre parler de laïcité aujourd'hui. Voilà, parce que dans toutes nos auditions, c'est la première fois qu'on parle de ce sujet. Moi, j'ai deux questions. Pour moi, la laïcité, elle est émancipatrice et elle est protectrice. Voilà, on ne le dit pas assez, on ne le porte pas assez, mais c'est quand même deux mots qu'on doit associer à laïcité. Elle est vraiment émancipatrice et protectrice et je pourrais développer, mais je ne le ferai pas, je vais rassurer les deux présidents des commissions. Moi, je voulais vous poser une question parce que je ne dis pas que j'ai lu tout ce projet de loi de la première lettre de la dernière, mais on ne parle pas de laïcité dans ce texte. On n'en parle absolument pas. Absente. Non, mais je veux dire... Comme c'est un sujet qui peut aussi protéger l'institution scolaire, comme la laïcité, pour moi, elle est émancipatrice et protectrice, je trouve un peu regrettable qu'on n'en parle pas. Je pense que c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, dans le projet de texte, non pas la charte de la laïcité, mais de contrat républicain, hein, c'est ça, voilà, on n'en parle pas non plus. On n'en parle absolument pas. C'est pas cité. Il y a plein de choses qui sont citées, mais le respect de la laïcité n'est pas du tout posé dans le projet de décret sur ce contrat. Donc, moi, ça me pose question quand même, parce que on sait qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est la clé de la résolution de l'entrisme à l'école, elle est là, la clé, c'est d'imposer cette laïcité protectrice et émancipatrice, mais on n'en parle pas dans ce projet de loi, ni dans ce contrat qui est prévu. Donc je me dis, où est la ligne et à quoi ça sert? Voilà, c'est une petite question. Enfin, peut-être grande question. Je vais être plus sévère. Il n'y a pas de problème. Madame Verrien. Vous avez juste 2 heures pour répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame, de votre présentation. Alors moi, j'ai une première question qui s'adresse pour le coup à la présidente du Conseil des sages de la laïcité au niveau de l'éducation nationale. Nous avons eu un retour d'associations et notamment d'enseignantes nous disant qu'au niveau de la formation des enseignants sur la laïcité, elles trouvaient ça relativement indigent. C'est-à-dire qu'en gros, on était sur les grands principes, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais assez peu sur les problèmes techniques et de façon pratique, comment on fait pour ne pas se censurer, comment on fait pour aborder un certain nombre de sujets, et donc pouvoir parler aussi de la laïcité, mais de tous les sujets. Et ensuite, je m'adresserai plutôt à la sociologue. J'ai lu dans un entretien que vous aviez eu, vous parliez de l'affaiblissement de la dimension civique et de la dissolution du sentiment national et patriotique qui laissait place justement au développement des identifications particulières, qu'elles soient religieuses, régionales ou ethniques. Et il me semble qu'on est aussi, on sent ça. Alors effectivement, là aujourd'hui, on a un problème avec cet islam radical, mais finalement pas que. Et j'ai l'impression que ce mouvement est quand même assez mondial, puisqu'on voit bien les problèmes qu'il peut y avoir en Catalogne. Enfin, donc ces sentiments effectivement d'appartenance, indépendamment de cette nation, comment est-ce qu'on peut essayer de reconstruire quelque chose justement qui permette de nouveau de faire nation et d'être supérieur finalement à ce que la religion pourrait éventuellement nous dicter. Et ensuite, là encore, on sépare islam politique et islam religieux. Mais quand on parle de séparation homme-femme, d'inégalité homme-femme, il me semble qu'elle n'est pas portée que par l'islam politique, mais aussi clairement par l'islam religieux. Donc comment faire pour lutter contre cette conception qui, de toute façon, vient derrière ensuite pervertir toutes nos relations sociales, indépendamment même de tout lieu de culte. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Madame la Présidente, je vous propose de prendre 2 autres questions. Je vais prendre deux questions peut-être pour... S'il y en a, s'il n'y en a pas, je vous laisse la parole tout de suite. Max Brisson. Max Brisson.
Et puis, on va faire une commission culture, une commission loi, si vous êtes d'accord. Monsieur Brisson, Madame Jourda. Et puis après, Madame la Présidente, on vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question sera très courte. Madame, vous avez indiqué que vous avez exprimé un regret concernant la suppression de l'instruction à domicile portée par l'article 21 de ce projet de loi, et vous l'avez dit 2 fois. Et vous avez ensuite indiqué, un peu à regret, que la situation actuelle le justifiait. Mais vous avez donné un exemple qui concernait une cour de récréation, c'est-à-dire une cour d'école. Donc, pouvez-vous quantifier ce que le gouvernement n'a pas pu faire jusqu'à présent lors des débats de l'Assemblée nationale? Pouvez-vous nous dire en quoi, pour reprendre votre expression, pour lutter contre l'islamisme, la suppression de l'instruction à domicile est une nécessité, comme vous l'avez indiqué? Merci, Monsieur Brisson. Madame Jourda, si d'autres personnes veulent poser des questions ensuite, levez la main, on note vos noms, comme ça les choses avancent. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question quelque peu technique. On entend bien qu'il faut clarifier la question de la laïcité à l'école notamment et dans le milieu du sport. Il existe aujourd'hui des vadémécums et des guides qui sont édités par l'Observatoire de la laïcité. Sauf erreur de ma part, le président de l'Observatoire de la laïcité siège au sein du Conseil. Comment vont s'articuler vos travaux? Car s'il faut de la clarté, il ne faut pas multiplier non plus les publications, me semble-t-il, officielles sur le sujet. Merci, Madame Jourda. Madame la Présidente, vous avez la parole pour répondre à cette première série de questions, mais je crois qu'une autre se prépare. Alors, je reviens à la... oui, c'est animé. Alors, dire est-ce qu'une loi sera suffisante? Je dirais par définition, une loi n'est pas suffisante. Je n'ai pas l'espoir que cette loi résolve tous les problèmes que posent les atteintes que nous constatons à l'égard de la laïcité, c'est-à-dire la contestation des principes démocratiques. Mais en même temps, à la fois, il faut savoir que par définition, toute loi est limitée, mais en même temps, je pense qu'en donnant des instruments juridiques à ceux qui veulent lutter, à ceux qui veulent comprendre, à ceux qui veulent résister, ça n'est jamais inutile. Donc je pense qu'il faut à la fois savoir prendre pleine conscience des limites de la loi, mais en même temps ne pas négliger ce que l'instrument juridique peut apporter, la meilleure preuve étant que ceux qui la contestent se fondent sur des arguments juridiques. Il y a des avocats spécialistes de ces problèmes, et donc ils sentent bien que par l'intermédiaire du droit, ils ont une action possible, et par conséquent, avec avec la réticence que vous exprimiez, l'introduction de la loi est un instrument parmi d'autres, même s'ils ne sont pas suffisants. Alors, la piscine et les certificats qu'on peut appeler de complaisance, puisque tout d'un coup, 15 jeunes filles sont allergiques au chlore, enfin, nous connaissons le problème. Nous avons essayé de traiter le problème. Nous sommes en discussion avec l'Ordre des médecins. Nous allons faire une note complémentaire, enfin c'est en discussion avec le service juridique du ministère de l'Éducation nationale, de voir comment, en respectant le secret médical, certains indices permettraient de faire le contrôle de ces certificats par le médecin scolaire. Donc nous travaillons là-dessus. Voilà. Et nous savons que c'est... Je précise que vous avez tout à fait raison de dire que les principes de la laïcité sont fondamentalement les mêmes, mais en même temps, la laïcité a évolué avec la société. Je crois que je l'avais dit, et ça, je vous suis tout à fait. Alors, que sur les sports, merci de vos encouragements. C'est ce que nous avons constaté. C'est ce que nous avons constaté. J'ai découvert, je dois dire, que je l'ignorais tout à fait, le monde sportif, qui est vraiment bon, et sur lequel il faut essayer sans se faire trop d'illusions. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre les choses claires intellectuellement, parce qu'il faut commencer à les penser juste et à aider ceux qui essayent de résister. Voilà, sans illusion excessive sur notre pouvoir et le sens de notre action. Mais j'aime à penser
j'aime à penser qu'il n'est pas nul et que pour beaucoup d'enseignants, sentir que la hiérarchie, que les soutiens dans leur combat pour la laïcité peut les aider. Et qu'en tout cas, si on ne les soutient pas, on est sûr de perdre. Et donc, il faut tout de même essayer de leur donner les instruments intellectuels et le sentiment qu'ils sont soutenus par la hiérarchie et qu'ils pourraient, sur ces sujets, avoir un travail collectif. Parce que je crois que ce qui nous apparaît sur les cas qui remontent, c'est le problème de la solitude de beaucoup d'enseignants, enfin qui se sentent très seuls. Et donc, de les encourager au travail collectif sur ces sujets en leur donnant des instruments intellectuels, voilà ce que nous pouvons faire, ce que nous essayons de faire. Alors, oui, en effet, la laïcité est émancipatrice et protectrice, je suis tout à fait d'accord. Le mot laïcité n'est pas dans la loi de 1905. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle on n'en parle pas là, mais je suis de votre avis parce que la laïcité est une des dimensions du projet démocratique. Car sous le terme de laïcité, qui est la forme française de la séparation du politique et du religieux, on renvoie à ce principe qui est fondateur de toutes les démocraties, c'est-à-dire un principe de séparation du politique et du religieux. Alors, la laïcité, c'est la forme française, elle a ses caractéristiques qui sont dues à l'histoire, c'est pas la même forme que celle d'autres démocraties, d'où les difficultés de compréhension de nos problèmes par d'autres pays, mais il n'en respecte pas moins ce principe essentiel de séparation du politique et du religieux qui fonde les démocraties par rapport à tous les autres types de régimes. Alors, est-ce que la loi aurait dû en parler? On peut partager votre regret, mais il n'est pas dans notre périmètre. Oui, la formation a été à la laïcité, c'est ce que nous appelons le prêchi-prêcha. Ça tourne au prêchi-prêcha. D'où l'importance que nous avons apportée et quand nous allons parler, et dans les textes, au cas concret. Pour sortir, parce que c'est très facile d'avoir ce discours grandiose, voilà, tout le monde peut l'avoir. La question, c'est qu'il se traduise par des comportements. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire dans la mesure du possible. Et nous avons constaté à Poitiers, où nous intervenons régulièrement, que ce qui a de l'écho, c'est moins la conférence inaugurale que je fais, parce qu'il faut mettre... que les ateliers ensuite où on discute sur des cas concrets. L'application, donc, je vous suis tout à fait. Alors, si je savais comment reconstruire un sentiment civique par rapport au... C'est de l'analyse, là, pour laquelle je n'ai pas de réponse. Alors, l'inégalité homme-femme, c'est un problème visiblement très central. Toutes les religions ont été fondées sur ce qu'on a appelé par politesse la complémentarité, mais qui est tout de même l'inégalité des hommes de statut. C'est pour ça que j'ai parlé le statut des hommes, du statut des hommes et des femmes. Et visiblement, je l'avais observé il y a 40 ans de ça, que les populations musulmanes qui devenaient très proches des Français au bout de quelques années, il y avait quelque chose qui résistait absolument, qui était la répartition des sexes et des générations. Et là, on touchait quelque chose de très dur, ce que j'avais appelé le noyau dur culturel, et des enquêtes par la suite ont constaté que des jeunes musulmans qui avaient les mêmes goûts, les mêmes pratiques, le même comportement que les autres, gardaient sur ces sujets quelque chose qui était extrêmement, extrêmement dur. Alors, les autres religions ne sont pas à l'abri, mais elles ont, depuis les religions chrétiennes, le judaïsme a été obligé de construire, de faire des mouvements libéraux pour que les femmes cessent d'être en haut de la synagogue. Hein. Bon. Mais il y avait la possibilité de créer des mouvements libéraux. Et je sais, le grand rabbin Corsia suit ce que dit le consistoire là-dessus. Et, bon, c'est... Alors, cela dit, dans l'islam, tel qu'il est pratiqué, parce que le texte, le Coran est un texte dont vous savez la date, et donc ce qui est dit dans le Coran, il faut le réinterpréter. Mais il faut que les musulmans acceptent l'idée de réinterpréter le Coran.
Alors c'est ce que fait l'un des membres du Conseil, c'est-à-dire Khaled Bencher, qui est président de la Fondation de l'Islam, qui lui ne cesse de dire « mais le voile n'a rien d'islamique, surtout ne dites pas le voile islamique, c'est un oxymore, c'est le voile, l'islam ne donne pas du tout l'ordre aux femmes de porter... » Bon, et qui est pour une réinterprétation de l'islam comme donnée spirituelle. C'est à eux de faire le travail, hein. Nous ne pouvons pas le faire pour eux. Alors, oui, l'instruction à domicile, moi je préfère toujours, bien que républicaine, ou parce que républicaine, je suis libérale, donc je pense qu'il est toujours mieux de laisser la liberté aux parents de décider qu'ils trouvent que l'enseignement public n'est pas ce qui convient à leurs enfants pour des raisons éventuellement matérielles, de santé, de goût, de pratiques sportives ou musicales, ou bien de conviction, à partir du moment où ils acceptent le contrôle qui permet ensuite de voir que, parce que, comme vous savez, il n'y a pas une obligation de fréquentation de l'école, il y a une obligation d'enseignement. Et donc, si l'enseignement passe par d'autres voies, sous le contrôle de l'éducation nationale, ça me paraît une décision de liberté publique. Le problème est que une certaine résistance de l'école publique a pour conséquence maintenant que les filles ne sont plus instruites du tout. Au nom de la liberté de l'enseignement en famille, il se passe des phénomènes qui sont aux dépens de ces malheureuses gamines qui n'ont pas d'instruction. Et par conséquent, je pense qu'il est justifié que le régime soit le produit d'une demande elle-même justifiée pour accepter que l'enseignement en famille ne soit pas simplement un moyen de faire échapper les filles au programme et aux valeurs de l'enseignement public. Je regrette qu'on soit dans cette situation, encore une fois, mais en même temps, je pense que, étant donné ce qu'on voit, c'est la réponse qu'on peut avoir à une situation qui devient de plus en plus inquiétante. Alors, l'Observatoire de la laïcité, M. Bianco fait en effet partie du Conseil des sages. Nous travaillons ensemble au texte sans aucun problème. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes conceptions. Nous n'avons pas donc, je continue mon propos, vous gardez vos réflexions et je suis... Donc, nous avons donc des options qui ne sont pas les mêmes, mais la collaboration je me flatte en tant que présidente d'avoir établi une collaboration avec M. Bianco qui ne pose aucun problème. Il y a eu une seule fois où nous avons transmis un texte avec lequel il n'était pas d'accord et en accord avec lui, j'ai dit que nous préciserions en le transmettant au ministre, parce que je n'ai jamais fait voter. Hein, le Conseil travaille dans l'unanimité, je n'ai jamais fait voter. Et il y a eu un cas où j'ai dit à M. Bianco, s'il en était d'accord, que je transmettrais, qu'il n'était pas d'accord avec cette... Et nous sommes tombés d'accord sur ce désaccord. Mais ça a été une seule fois, et tout le reste du temps, ça se passe très bien. Monsieur le Président, est-ce que vous me permettez de préciser ma question ? En réalité, ce qui m'inquiète, et votre réponse m'inquiète encore plus, est qu'il se peut qu'il y cohabite deux types de vade-mecum et de guides qui seraient l'un comme l'autre... en quelque sorte subventionné, même si ça n'est pas une question d'argent, par le ministère. Et comment fait-on dans l'éducation nationale ou dans le sport une fois qu'on a ces deux vade-mecum, puisque ça existe déjà, l'Observatoire de la laïcité a un nombre de vade-mecum et de guides assez impressionnant. Oui, et donc nous allons le refaire. Voilà. Comment fait-on pour choisir celui qui va être appliqué, alors que j'ai le sentiment que vous n'aurez pas tout à fait la même position sur la question ? Ce n'est pas un sentiment, c'est un fait. Donc je vous l'accorde volontiers. Écoutez, l'Observatoire de la laïcité est remis en question à partir du 1er avril. Et donc nous verrons à ce moment-là ce qui se passe. Il y aura un choix politique. Il est clair que la position que nous avons et qui est
avec des nuances personnelles, mais qui en gros est celle du ministre de l'Éducation nationale, n'est pas la même que celle de l'Observatoire de la laïcité. Et donc je pense que ça se fera au niveau du président de la République, que le choix de la manière dont ces deux organismes ne vont pas être en contradiction. Mais il y a un vrai problème là, effectivement. Merci. On va prendre une autre série de questions. Je vous propose de poser l'ensemble des questions, comme ça Mme Schnapper pourra y répondre en essayant d'être assez bref, bien entendu. Pierre Ouzoulias, et puis après Mme Haribey, qui doit être derrière son écran, après Jacques Gros-Perrin, Thomas Dossu, qui est également derrière son écran, et Jean-Raymond Hugonnet. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la... Vous m'entendez bien, là? Voilà. Donc, je suis Pierre Ouzoulias, sénateur de Hauts-de-Seine. Voilà. Merci pour votre propos. Moi, j'aimerais questionner votre pratique de sociologue dans un premier temps sur des changements profonds liés à la conception philosophique générale de la laïcité, telle qu'on peut le percevoir aujourd'hui, qui porte sur une remise en question de la dimension humaniste, universelle de la laïcité dans le prolongement de la philosophie des Lumières et de ce que la Révolution française a bâti à partir de la Aufklärung. Aujourd'hui, dans le débat actuel, et je me place résolument en dehors de toute polémique stérile, momentanée et futile, on a tendance à considérer que cette révision des formes universelles de pensée et de citoyenneté nous viennent des États-Unis. Est-ce que vous ne pensez pas que les prémices, si on fait une archéologie de ces notions, ne seraient pas à trouver dans la sociologie française de la fin des années 70 et notamment de la pensée de quelqu'un comme Michel Foucault? Je pourrais prendre quelques citations où on sent qu'il y a une remise en question du caractère universel de la citoyenneté. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Comme ça, je vous mets tout à fait à l'aise. Ensuite, plusieurs de nos collègues et Madame la rapporteure demandaient une définition de la laïcité. Vous en avez produite une qui est admirable et que vous me permettrez de citer dans votre article « La République face au communautarisme », étude 2004, page 177, je cite, « Le rôle premier de l'État reste d'organiser l'unité de l'espace politique commun qui permet d'intégrer par l'abstraction et l'égalité formelle de la citoyenneté tous les individus, quelle que soit leur origine sociale, religieuse, régionale ou nationale. » J'ai absolument rien à enlever, à rajouter. Et j'aimerais même proposer par amendement que ça figure en préambule de la loi dont nous discutions. Voilà. Parce que je trouve que cette définition est parfaitement juste et correspond, en ce qui me concerne au moins, à mon idéal laïque et républicain. Je vais vite, je vous rassure, Monsieur le Président. À la fin de cet article, il y a un paragraphe, et c'est là que j'aimerais vous poser une question. Vous dites « Une société démocratique implique que par-delà ses fidélités particulières légitimes, chacun puisse aussi rencontrer et reconnaître l'autre, avec un A majuscule, au nom des valeurs universelles de la citoyenneté. Le communautarisme devrait rester laissé à la liberté et à l'initiative des individus, encouragé par une application souple de la citoyenneté républicaine. Cela est conforme à la fois à la tradition de l'intégration française et à la légitimité des sociétés modernes qui reposent sur l'universalité des droits du citoyen et de la protection de l'État-providence. » Alors je vous rassure, je ne vous questionne pas sur la protection de l'État-providence, mais en revanche, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que vous voulez, ce que vous entendez par une application souple de la citoyenneté républicaine. Merci Madame la Présidente. Laurence Haribey. Vous entendez? Merci. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien. Ouais.
Merci, messieurs les présidents. Bon, ma question va être beaucoup plus courte, mais même si quelque part elle revient un petit peu à la même thématique. Vous avez dit au tout début de votre propos, en répondant au questionnaire qui vous était proposé, que vous considériez que le texte ne mettait pas en cause la conception de la laïcité et ne portait pas atteinte à la liberté du culte. Alors, c'est difficile de remettre en cause la conception de la laïcité puisqu'on n'en parle pas dans le texte. Par contre, sur porter atteinte à la liberté du culte, moi j'aimerais mettre l'accent sur deux petites choses qui me posent problème dans ce texte. Dans l'article 26, on prévoit la nécessité d'organes délibérants, excepté pour ce qui concerne le ministre du culte quand il ne dépend pas de l'association en question. Mais quelque part, ça met le doigt dans l'engrenage de définir dans la loi ce qu'est l'exercice du culte. Et là, à mon avis, on est dans une contradiction avec ce qu'est la laïcité. Et en plus, je pense que ça ne répond pas à la question qui nous est posée du point de vue de nos problèmes de société, puisqu'on peut facilement détourner ça par la pratique d'intervenants occasionnels ou de ne pas avoir de procédure de nomination du ministère du culte. Et puis, lié à cette question-là, dans la combinaison de l'article 6 du texte avec l'article 33 sur le régime des subventions, comment peut-on vraiment différencier ce qui est de l'associatif de ce qui est du cultuel? Est-ce qu'il valait mieux pas, à ce moment-là, dire carrément qu'on avait un régime loi 1905 et un régime loi 1901 pour ce qui est pratique associative ouverte sur la société? Il y a un problème pour nombre d'associations où la frontière entre l'associatif et le cultuel est très difficile et donc ça obligera à des doubles comptabilités et à des rescrits de nature différente. Merci. Jacques Grosperrin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, moi j'ai bien entendu vos propos liminaires précautionneux et néanmoins sincères, parce que je pense que dès qu'on parle de laïcité, c'est toujours compliqué. Et même si elle s'est imposée à partir de 1905 comme une démarche de liberté, certains, pendant très longtemps, voulaient trouver une laïcité ouverte ou fermée ou souple ou conservatrice ou progressive. En réalité, il n'y a qu'une laïcité tout simplement et qui est acceptée ou qui n'est pas acceptée. Et c'est ça aussi la problématique qu'on rencontre dans les établissements scolaires, parce que c'est elle, dans les établissements scolaires, qui fait partager les valeurs de la République, la laïcité. Donc, à mon avis, c'est important. Vous avez répondu à la question sur l'instruction en famille, donc je n'y reviendrai pas, mais je pense que c'est important, ça serait fondamental de laisser aussi cette liberté aux parents de le faire. Deuxième question, deuxième point, c'est sur le nom qui a changé. Vous avez dit, fort heureusement, le nom a changé. Est-ce que vous parliez du mot séparatisme ? Séparatisme n'est pas un gros mot. Ferdinand Buisson, lorsqu'il l'a utilisé, c'était une manière pour lui d'exprimer le religieux, d'exprimer beaucoup de choses par rapport à ça. Et je pense que l'originalité de l'école publique, c'est qu'elle n'appartient pas à personne, mais à tous. Et je crois qu'il a essayé de fonder justement cette conception-là sur le séparatisme confessionnel pour dire que c'était la fraternité nationale qu'il recherchait. Et dans son article sur la foi laïque, il parle justement qu'il voulait lutter non pas contre la foi, et vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, mais contre la haine. Donc moi j'ai l'impression qu'on refait du Aubin. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez regretté, on refait du Aubin 2002 parce qu'on n'ose pas redire le mot séparatisme et on n'ose pas même aller plus loin parce qu'à ce jour il y a séparatisme islamique. Et je crois que c'est une question à mon avis qui est importante et tout tourne un petit peu autour de cela parce que si on n'est pas capable de citer les mots ou de dire les mots qui sont sur un problème, on est en train de faire un amalgame et puis on est en train de placer toutes les religions alors que les religions ne sont pas à l'école. En tout cas, ce n'est pas le problème de la religion à l'école et vous l'avez bien dit tout à l'heure. Et on est en train de se tromper de chemin. Merci. Thomas Dossus, qui est... Oui, bonjour. Merci. Vous m'entendez bien ? Très bien.
Après, donc là, c'est pas la première audition qu'on a. On entend souvent un certain nombre d'exemples là, qui veulent nous montrer une dérive qu'il faut combattre et que ce texte est fait pour ça. Mais je voulais revenir sur une question que Max Brisson a posée et que vous n'avez pas forcément adressée. Ce texte, il tape assez large, il remet en cause un certain nombre d'équilibres, notamment sur l'instruction en famille. Et vous avez redit là dans votre réponse ensuite que les filles ne sont plus instruites. Je trouve ça un peu compliqué, et le Conseil d'État le trouvait aussi, quand on ne donne pas de chiffres ou de tendances vraiment claires, de pouvoir taper aussi fort sur un équilibre qu'on avait trouvé dans l'instruction libre, sans avoir de données quantifiées. Est-ce que le Conseil des sages de la laïcité produit un certain nombre de données un peu plus quantitatives qui nous permettraient un peu de savoir si ce texte est une réponse proportionnée à une vraie tendance ou si on tape très large et on risque de bouleverser un certain nombre d'équilibres dans notre éducation? Merci. Jean-Raymond Hugonet. Merci, Président. Ce qu'il y a d'intéressant dans tout cela, et merci Madame de l'éclairage que vous portez aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup plus du fond, c'est-à-dire de la laïcité, plutôt que du texte qui nous est présenté. Et pour ma part, je goûte peu la législation d'émotion, et ce texte est une législation d'émotion. Alors en revanche, en termes de laïcité, la loi de 1905, quand on est arrivé à ce compromis, je note d'ailleurs au passage, en ayant regardé un petit peu les choses, que le Sénat ne s'était pas prononcé à l'époque. Et pourtant, quand il y a des débats très très profonds, le Sénat est souvent un équilibre, ou en tout cas arrive à confectionner cet équilibre. Si on parle de laïcité, moi il y a quelqu'un, alors je ne vais pas dire que c'est ma Bible, mais il y a un ouvrage remarquable qui s'appelle « Le dictionnaire amoureux de la laïcité » d'Henri Pénard-Ruiz, le philosophe, qui ne fait pas partie, étrangement, de ce Conseil des sages de la laïcité, dont il serait intéressant de savoir, Madame, comment justement la composition a été faite, puisque par les temps qui courent, les comités, les conseils se multiplient sans qu'on sache exactement comment sont désignés les membres. Et il dit quelque chose, et c'est ma question, il dit quelque chose de tout à fait pertinent. Les religions ne sont pas dangereuses si elles n'engagent que les croyants. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Elles le deviennent si elles prétendent à nouveau dicter la loi commune. Ne pensez-vous pas que le texte qui nous arrive n'est pas justement un retournement de tout cela? Et enfin, une dernière question, Madame Belriti. Oui, merci Monsieur le Président. C'est simple, une petite question. Vous avez dit tout à l'heure que votre deuxième axe, le deuxième axe de vos actions, c'était la formation des enseignants. Et je voulais savoir si les directions des établissements étaient également formées. Parce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que les professeurs se sentent bien souvent très seuls face à ces problématiques. Et en effet, bien souvent, ils ne sont pas soutenus par les directeurs d'établissement. Alors, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est fait dans ce sens-là? Merci. Voilà, Madame. Une série de questions denses, on va dire. Oui, enfin, et très, très différentes. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Il y a beaucoup de choses. Et dans les deux citations, si je me permets, je me suis rendu compte dans la deuxième citation que j'avais mal utilisé le terme de communautarisme. Et je voulais dire communautaire en l'occasion. Donc je vais me hâter d'aller me corriger moi-même en vous écoutant. Mais je vous remercie beaucoup de ce que vous avez dit. Je pense fondamentalement, je pense comme vous, que la laïcité est un héritage des Lumières, que c'était, disons, la tradition de gauche républicaine, et qu'actuellement, la gauche se divise entre ceux qui maintiennent ou qui prolongent, tout en la réinterprétant, cette tradition, et ceux qui font de l'identitarisme, et que c'est une des expressions de la crise de la pensée de gauche. Alors, le rôle de ce que les Américains ont appelé la friend theory, c'est-à-dire la déconstruction,
qui du coup nous revient des États-Unis alors qu'ils l'ont emprunté à la France, enfin et qui en tout cas remet en question tout l'héritage des Lumières. Et fondamentalement, je crois que d'un point de vue politique, c'est l'héritage des Lumières qui est à la fois juste et utile. Et que la déconstruction, pour nous dire que tout est construction sociale et que de toute façon, oui, tout est construction sociale, et alors? Et ce qu'il faut, c'est que la construction sociale soit à peu près convenable. Et c'est ce que donnent les Lumières. Donc Alors, ce que je voulais dire par application souple, c'était l'exemple que je vous avais donné. On peut changer du jeudi au samedi parce que il y a 90% d'enfants juifs et donc c'est mieux. Ou bien on a, et d'ailleurs la République le fait, elle a une liste des fêtes qui sont susceptibles d'être accordées si le service n'est pas remis en question. C'est une application souple, au lieu de dire « je ne veux pas savoir ». Nos fêtes sont des fêtes héritées du christianisme avec leur contrepartie républicaine. On a Noël qui est hérité et le premier de l'an qui est bon. Mais en gros, c'est la tradition chrétienne. Et donc, les religions qui ont des fêtes différentes, les Chinois ont le chat ou je ne sais quoi, enfin, bon, ils manifestent dans les rues. Voilà, il ne faut pas trouver là que la laïcité est mise en question. Mais c'est ça que je voulais dire par application souple. C'est-à-dire qu'on garde le principe fondamental de la séparation du politique et du religieux, et puis on sait bien qu'en même temps, il y a une collaboration entre l'État religieusement neutre et les groupes religieux et les églises. Et il faut tenir compte dans la mesure où on peut, si ça ne remet pas en question les principes communs. Voilà, c'était ça mon idée d'application souple. Parce que régulièrement, quand je fais une conférence sur la laïcité, il y a quelqu'un pour me dire « la France n'est pas laïque parce qu'il y a la Moselle et l'Alsace ». Bon, je trouve qu'il faut respecter l'histoire qui font que la Moselle et l'Alsace... Bon, c'est ça ce que je signifie par application souple des principes de la laïcité. Alors, sur les questions je n'ai pas de réponse sur le problème de l'article 26, ni le rapport de l'article 6 et 33. Je m'en excuse auprès... Non, je crois que c'était une dame qui parlait. Ah oui. Elle était à l'écran. Ah bon, elle est là. Enfin, bon, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas assez compétente. Je n'ai pas examiné le texte d'assez près pour pouvoir donner une réponse qui soit fondée. En revanche, sur l'idée qu'il y a une laïcité soit ouverte, soit fermée, soit généreuse, soit raide, etc., me paraît absurde. La laïcité, c'est les données que nous avons explicitées ensemble, qui a été citée. Et introduire un adjectif me paraît contraire à ce qu'est la laïcité en elle-même. Donc je vous suis absolument. Reste, s'agissant des modalités d'application, sur l'enseignement en famille, beaucoup sera fait dans les modalités d'application, c'est-à-dire que il y aura une autorisation préalable et contrôle. Il faut le faire de façon intelligente, quoi. C'est simplement ce que je voulais dire. Alors le séparatisme, le changement de titre m'a paru... C'est pas le problème qu'on parlait de séparatisme, c'est le problème que c'était négatif, c'était contre le séparatisme au lieu de dire pour la liberté. Vous voyez, et je trouvais que cette loi était mieux pour le renforcement des principes républicains, disons. Donc de passer, vous voyez, de la lutte contre le séparatisme à l'affirmation des personnes, ce qui revient au même. Et donc c'était pas une réticence à l'égard du terme de séparatisme, c'était une réticence à l'égard d'un intitulé qui se définissait négativement. Voilà. C'est ça le communautarisme. C'est le moment où la loi de la communauté prime la loi républicaine. Avant, ce sont des liens communautaires qui sont parfaitement légitimes. C'est tout. Et c'est pour ça que je n'aurais pas dû utiliser communautarisme dans la citation que vous avez rappelée, parce que ça voulait dire là les liens communautaires. Et autant les liens communautaires qui rapprochent ceux qui partagent une même origine historique, les mêmes convictions politiques, les mêmes croyances religieuses, et naturelles, évidentes et souhaitables, autant qu'ils s'inscrivent à l'intérieur de la loi commune. Et le séparatisme commence quand c'est la loi commune
quand cette loi particulière entend primer la loi... Pardon ? Non. Non, mais il ne concerne à condition de bien préciser qu'il ne concerne qu'une partie de l'islam. C'est l'islam qui déclare que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République. Alors ça, c'est du séparatisme. Alors si on parle de séparatisme musulman, c'est ça l'inconvénient, c'est qu'on a l'air de... vous voyez ? Oui. Voilà. Mais à partir du moment où il y a primauté d'une loi particulière qui est celle d'une religion par rapport à la loi commune, on sort de ce que nous pouvons, et on peut l'appeler séparatisme. C'est séparation avec le principe commun. Alors, les données quantitatives, oui. Nous savons qu'il y a des dérives. Le quantitatif, pour une sociologue, j'ai à la fois beaucoup de respect pour les chiffres et beaucoup de réticence à l'égard de ces chiffres. Comment sont faits ces chiffres d'atteinte à la laïcité ? Il suppose que le professeur accepte de les signaler, qu'il les signale à son chef d'établissement, qui accepte de les signaler, qui ensuite les transmet à l'inspecteur, qui ensuite accepte de les signaler au rectorat, qui, lui, les transmet au ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que c'est des chiffres qui mesurent on ne sait pas quoi, parce que quand les professeurs sont découragés, ils ne signalent plus, parce qu'ils disent ça ne sert à rien de toute façon, et puis ça va me faire des ennuis, etc. Donc les chiffres que nous avons sur les atteintes à la laïcité sont des chiffres qu'il faut prendre avec énormément de précautions. Et l'Observatoire de la laïcité régulièrement dit, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'atteintes, on a 800 ou 900 atteintes. Ça n'a vraiment, sur un sujet comme ça, les chiffres sont... Alors, cela dit, ça ne répond pas à la question. Est-ce que c'est marginal ? Est-ce que c'est un phénomène qui soit assez large pour justifier les interventions ? Et là aussi, la réponse est très difficile parce que nous savons qu'ils sont certainement minoritaires par rapport à la population concernée. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais les minorités actives, on a toujours su que les minorités actives avaient quelquefois un pouvoir politique qui n'était pas proportionnel à leur répartition statistique. Hitler n'a jamais eu une majorité à l'élection. Je veux dire, les minorités ont un sens politique qui peut être plus important que celui que décrit une majorité. D'où je n'ai pas de réponse, sinon que le quantitatif n'a que peu de sens et qu'il n'est pas vraiment le problème. Et qu'un certain nombre d'épisodes dans certains quartiers peuvent avoir un sens politique qui dépasse de beaucoup leur représentation dans l'ensemble. Que la population musulmane majoritaire accepte les lois républicaines, c'est un fait. Ça n'enlève pas le problème politique que pose une minorité organisée, intellectuelle, soutenue par l'extérieur, etc. Donc c'est dire qu'on prend des décisions sans être tout à fait sûr de la manière dont il faut les prendre. Alors, pourquoi est-ce que M. Pénarius n'est pas dans le Conseil ? Je n'en sais rien. Le Conseil a été formé par M. Blanquer, sans me demander mon avis. Donc, j'ai fait une ou deux suggestions qu'il a trouvées excellentes et dont il n'a pas tenu compte.